Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien déjà pour commencer? Coucou Damien. Tout va bien? J'ai pas une voix bizarre, j'ai pas d'écho. Bon Damien, qu'est-ce que t'as pensé de ton premier live hier? T'es pas arrivé au live le plus... comment dire? euh, le plus culturel quoi. Je vais juste me changer la musique que j'écoute parce que c'est quand même un peu... Bonsoir Camille, bienvenue. J'ai bien ri. Bah oui, non mais c'était drôle, mais ce soir on est sur une toute autre ambiance du coup. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme musique? Je vais écouter, on va mettre du Satie. Euh, C'est vrai que c'était drôle, j'ai hâte qu'on fasse le live la semaine prochaine sur le deuxième jeu parce que c'était vraiment super marrant. Euh, Alors, attendez, je me cherche un peu de musique. Vous l'entendez peut-être pas, mais j'aime bien vous parler en ayant de la musique. Il faut que je regarde dans ma bibliothèque ce que je peux mettre. Oui, j'ai hâte. Bah, en tout cas, bienvenue dans ce premier live poésie euh, qui va avoir un peu un écho avec l'actualité parce que je me voyais pas juste vous faire un live pour vous parler de jolis trucs. Tout ça, tout ça. Alors que je suis profondément déprimée par l'actualité et que la poésie, ça peut aussi être un refuge dans des périodes comme celle-ci. Non, je vais pas mettre ça. Alors déjà, j'ai une première question pour vous dans le chat, c'est quel est votre rapport à la poésie de manière générale? Est-ce que vous en lisez? Est-ce que vous n'en lisez pas du tout? Est-ce que c'est l'école qui vous en a peut-être dégoûté? Qui sait? Tu étais sur Baldur's Gate 3 hier? Non, j'ai une pote qui est dingue, c'est peu dire. Haha, je pense qu'elle passera à l'occasion. Non, pas hier. Je crois que j'ai fait Baldur's Gate. J'y ai joué mardi. Euh, j'ai continué mon let's play mardi. Je crois que c'est ma neuvième partie sur le jeu. J'en lis. T'aimes lire quoi comme poésie, Camille? Enfin, j'ai... Oui, si, c'est ça, Camille. T'as des poètes ou des poétesses préférées? Je me souviens du collège, je suis aussi bon en poésie que toi en paramétrage de micro. Bah, ça promet Tristan. Oui, c'est Camille, ok. Je m'en sors mieux quand même maintenant avec mes paramétrages de micro, je trouve. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle fête foraine, quoi. Ah, je trouve pas l'album que je veux, ça m'embête. Bon, bah c'est pas grave, on va mettre celui-ci. Hop.
Et du coup, Tristan, j'imagine que ça t'a pas intéressé outre mesure, quoi, la poésie au collège. Damien, toi, je sais que t'en lis un peu. Hum, hum, hum. Alors, musique, c'est bon. Elle est pas trop forte pour vous, la musique? À l'époque, non, mais je suis prêt à faire des efforts. C'est bien d'être curieux. De toute façon, je pense, enfin, j'ai l'impression, je sais que quand j'avais posé la question une fois sur Instagram à mes abonnés pour savoir si ils aimaient la poésie ou s'ils en lisaient, très souvent la réponse que j'avais, c'était que l'école les en avait profondément dégoûtés, notamment avec l'apprentissage du par cœur, enfin l'apprentissage par cœur de la poésie. Et je pense qu'on a tous un peu en mémoire les récitations, quoi. Emily Dickinson, Baudelaire évidemment, Aragon, je mets davantage à la poésie culturelle. Je viens de découvrir Stéphanie Vauvor par exemple qui me parle beaucoup. Je connais pas du tout ça, Stéphanie Vauvor. En tout cas, si tu te mets à la poésie contemporaine, bon, j'ai une sélection ce soir d'auteurs et d'autrices du XXe siècle essentiellement. Enfin, que ça d'ailleurs. Euh, Parce que du coup, comme je le disais au début du live, au début, je voulais vous faire au début un live où j'allais vous faire une sorte de grand stream où on allait parcourir différents courants poétiques, différents, différents poètes et poétesses que j'aime. Et voilà, comme je le disais, je suis un peu minée moralement par l'actualité et mes lectures en ce moment sont très lié à ce qui se passe. Et je me suis dit, plutôt que de vous faire une sorte d'horizon poétique de moi, ce que j'aime, vous présenter en fait euh, beaucoup de poétesses pour le coup, parce qu'il n'y a qu'un homme dans ma sélection. C'est un hasard total, hein, c'est simplement que je lis beaucoup de femmes en poésie. Et je me suis dit, plutôt que vous faire un truc super large et pas de thématique, etc. Je me suis dit qu'on allait plutôt évoquer des poètes et des poétesses qui avaient écrit dans des périodes difficiles de l'histoire, sur des périodes compliquées de l'histoire, euh, où on allait avoir du témoignage et aussi de la poésie contestataire et engagée. Je trouvais que c'était important. Mon rapport à la poésie, c'est surtout la musique, Patti Smith, Jim Morrison, Leonard Cohen, Peggy Harvey. Mais justement, Damia, c'est marrant que t'en parles parce que pour le premier live, je voulais au début vous faire un truc comme ça. Vous montrer en fait des artistes qui ont un lien avec la musique pour vous montrer qu'on a plein de chemins qui mènent à la poésie en fait. Et, euh, et je ne l'ai pas fait pour cette fois. Peut-être qu'on verra ça sur... Peut-être qu'on verra ça ailleurs. La poésie est partout pour moi. Pour moi aussi, Damia. Et tu le sais, puisque j'en écris, j'en lis, que c'est ma quête perpétuelle dans la vie, c'est la poésie. Donc voilà. Ok, cool. Ouais, elle envoie du lourd, Damia, direct. Mais elle a raison, elle a raison. Et est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui écrivent de la poésie, du coup? Damia, je sais que t'en écris un peu. Bon, en tout cas, je pense que le live durera pas super longtemps parce que je vous ai fait un PowerPoint avec les poètes et les poétesses dont on va parler ce soir et il sera dispo après dans le Discord communautaire que vous pouvez trouver normalement en bas de ma bio là sur Twitch. Mais et je sais plus s'il est dispo sur mon Insta. Je souligne en passant que je t'ai découvert sur Twitch grâce à un partage Insta de Ne vous déplaise, je rends à César. C'est gentil. Damia, c'est un de mes plus gros soutiens. Bon, c'est accessoirement ma meilleure amie aussi, mais c'est trop cool. J'espère que tu seras bien sur ma chaîne Twitch, Camille.
Bon, du coup, on va démarrer tranquillement. Enfin, tranquillement. J'espère que vous n'êtes pas trop déprimés, même si je pense que ce sera intéressant. euh, les choses dont on va discuter. Je change juste la scène. Pop, 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 pop. C'est dans quoi que je l'ai mis? Alors. Du coup. euh, Ça s'est senti, le partage était plein d'amour. Oui, on s'aime très fort avec Tamia. Donc, comme vous l'avez vu au titre du live, je crois que j'ai écrit... J'ai écrit quoi d'ailleurs sur mon titre de live, moi? Je crois que j'ai écrit... La grosse boulette. Résister, contester, témoigner, c'est ça. Donc, clairement, ça vous donne un peu le ton euh, du live poésie d'aujourd'hui. Donc, la première personne que je souhaite vous présenter, c'est Madeleine Riffaut. Comme je l'ai écrit, qui était une résistante française. Elle rentre dans la résistance, elle est à peine âgée de 20 ans, dans la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été... j'ai regardé le chat et du coup j'ai perdu mes mots. Je ne regarde plus le chat. Elle a été subordonnée de colonel Fabien. Euh, et, euh, et donc elle a... Et si vous suivez un peu l'actualité BD, en fait, Madeleine Riffaut, c'est quelqu'un qui revient un peu sur le devant de la scène parce qu'il y a une bande dessinée biographique sur elle qui a commencé à sortir il y a 3 4 ans, je crois, qui s'appelle Madeleine Résistante. Et donc, je voulais vraiment vous parler de Madeleine Riffaut, même si actuellement on trouve très très peu de choses d'elle. Comme vous pouvez le voir, je vous ai mis La folie du jasmin, poème dans la nuit coloniale, qui est en fait actuellement le seul ouvrage poétique d'elle disponible à la commande ou en librairie et édité tout simplement. Mais on peut trouver quelques-uns de ses poèmes en fait sur des sites communistes notamment, puisqu'elle a été, elle était profondément communiste après-guerre. Euh, C'était une immense fan de poésie parce que, comme vous pouvez le voir dans le slide, elle se faisait appeler Rainer en référence à Rainer Maria Rilke, poète, immense poète s'il en est. Et donc, elle a écrit sur la guerre un recueil qui s'appelle Cheval Rouge et qui était préfacé à l'époque par Paul Éluard, grand poète de la Résistance, dont je ne vous parlerai pas ce soir parce que je me suis dit que peut-être qu'Éluard, vous l'aviez un peu trop vu à l'école et que moi, je ne suis pas encore très familière de son travail. Et en fait, c'est une poétesse qui ensuite a été très impliquée dans des politiques décolonialistes, du coup, comme le montre La folie du jasmin, qui en fait est un récit, un récit des poèmes qui vont parler d'Indochine, d'Algérie et du Vietnam, parce qu'elle a été grand reporter de guerre à l'époque, et elle est décédée l'année dernière à l'âge de 100 ans. Grande femme, oubliée de l'histoire une fois de plus, qui est en train d'être peu à peu réhabilitée. Et je voulais vous parler d'elle aussi parce qu'elle a un lien très fort du coup avec Paul Éluard. Où est mon slide? Alors je sais pas si je vous lis des poèmes ou pas. Enfin ça peut être bien parce que je pense que la poésie c'est important qu'on l'entende. Euh, donc elle a écrit ce poème qui fait référence au grand poème de la libération de Paul Éluard qui est Liberté, où il répète à chaque fois j'écris ton nom en parlant de la liberté. Et donc elle a écrit quelque chose en 46 après-guerre à Paul Éluard. La liberté, c'est ce cours d'eau qui vient passer sur ta maison. Tous les gens de la rue y puisent à plein seau. Les filles fatiguées y viennent se baigner. Le soir, quand la sirène ouvre les ateliers et l'on y lave aussi les vestes de travail. Je te regarde face à face et je vois l'eau du fleuve au hublot de tes yeux. Tu t'en vas sur le fleuve avec le fleuve vers la mer. Je viens, nous venons tous, nous nageons près de toi, écume du sillage ou feuilles emportées, frôlées de poissons d'or, survolées d'éperviers. C'est un fleuve sans rive et notre foule s'y perdra, se fondra, fraternelle, à celle de partout.
Demain, ceux qui vivront trouveront naturel d'être au large, au soleil, sur la mer, liberté. Écho complet, total, du coup, à ce poème Liberté de Paul Éluard. Les poèmes, c'est avant ou pendant la guerre. Alors, ça va dépendre des auteurs et des autrices que je vais te présenter. Euh, Tristan, pardon, j'ai bugué. Madeleine Riffaut, elle a écrit pendant la guerre, elle a écrit après la guerre. Tous ses poèmes décolonialistes et sur la question coloniale sont après-guerre. Mais elle a beaucoup écrit pendant la guerre. Et notamment, bah là, j'ai quelques-uns de ses poèmes qu'elle a écrits pour raconter la peur de l'occupant. Donc il y a Traquenard, il y a 9 balles qu'elle dédie à un jeune homme sur qui on a tiré. Traquenard, du coup, qui parle de la présence de la Gestapo et de l'occupant dans la ville de Paris. Je prie vraiment, en fait, j'espère vraiment qu'on va avoir à nouveau des poèmes d'elle qui soient édités parce que c'est une figure super importante et une femme résistante, on en connaît quelques-unes, mais elle revient un peu sur le devant de la scène, mais je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas plus, quoi. Pour réhabiliter Paul Éluard, ne pas hésiter à tenter d'écouter Feu Chatterton, qui met en mots quelques textes d'Éluard. Honnêtement, c'est une belle porte d'entrée pour l'apprécier. Oui, alors moi, c'est vrai, bah, c'est bien que tu en parles, Camille, parce que au niveau de la poésie, je trouve toujours que c'est bien de se tourner vers des artistes qui ont mis en musique certains poèmes. Moi, je sais que ma découverte de Baudelaire, c'est grâce à la mise en musique de L'Horloge euh, par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat dans son album Ainsi soit-je. C'est comme ça, moi, à 8 ans, que je découvre Charles Baudelaire et qui fait que je me mets à lire Baudelaire, du coup, après, à l'âge de 13 ans. Mylène. Mais c'est trop bien parce que vous êtes trop fort. Vraiment, j'ai un public trop bien. À chaque fois que je parle de Mylène Farmer, il y a des gens qui sont à fond. C'est trop cool. Je suis une grosse fan de Mylène Farmer. Et moi, je sais que c'est grâce à Mylène que je me suis penchée sur plein d'œuvres littéraires. Edgar Poe, Pierre Reverdy, euh, Rimbaud aussi, je crois. Et du coup, ouais, bah, Baudelaire avec l'horloge, je trouve que sa version de l'horloge, elle est incroyable. Et si vous avez l'occasion, la version live de 2019 qui clôturait son concert, c'était oufissime. C'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Euh, donc Madeleine Riffaut, voilà, figure de résistante hyper importante. Et je vous conseille vraiment la BD de... Je vais la chercher. C'était résistante. Pour vous la montrer, la BD de Morvan et Bertaille. Ils ont rencontré en fait Madeleine Riffaut et ils ont travaillé avec elle sur la bande dessinée. Ils sont... Jean-David Morvan, quand il parle de... quand il parle de Madeleine Riffaut, c'est hyper touchant parce qu'il a vraiment eu un coup de cœur immense pour cette femme qu'il a rencontrée à l'occasion de la création de la bande dessinée. Et il a expliqué lors de rencontres en librairie euh, qui passait presque toutes ses journées avec elle pour récupérer son témoignage de résistante. Et donc, il y a eu un premier volume et la BD est très belle. Le deuxième, il y a un troisième qui est sorti déjà. Ah, trop bien. Je savais même pas que le troisième était sorti. Et la BD vaut vraiment le coup. C'est trop bien. Et vraiment, ça la réhabilite comme il faut, quoi. Et c'était... Enfin, je me dis, cette petite jeune femme qui en plus sortait d'un sanatorium parce qu'elle avait contracté la tuberculose, qui revient à Paris et qui dit je vais mettre des bombes sur les rails de chemin de fer et je vais résister à Paris. Enfin, quelle force, quoi. Et je la trouve passionnante. Et du coup, je vous mettrai peut-être les liens dans le Discord commu. J'ai trouvé un site où il y a quelques poèmes qui sont accessibles. Et si vous voulez, il y a aussi quelques-uns de ses reportages, parce qu'elle a beaucoup travaillé avec le journal L'Humanité. Il y a quelques-uns de ses reportages qui sont disponibles.
sur Gallica, le site de la BNF. Voilà. Et c'est assez chouette de la découvrir. J'espère vraiment qu'elle va être éditée, quoi, parce que ce serait vraiment dommage qu'elle ne le soit pas. Voilà. Le groupe de métal Malédiction l'a adapté aussi l'horloge. Je l'ai découvert Baudelaire grâce à ce vieux groupe de métal et ensuite par le biais de Mylène davantage. Mylène a fait beaucoup référence à Baudelaire dans son travail. Sa dernière tournée, c'était des refs à Edgar Poe. Enfin bref, elle est trop forte Mylène de toute façon. Donc ça, c'était la première que je voulais vous présenter. Malheureusement, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que, en plus, j'ai commandé La Folie du Jasmin, mais il est toujours pas arrivé. J'aurais aimé qu'il arrive avant le live de ce soir, mais j'allais pas encore décaler le live pour un ouvrage. Donc tant pis, je vous en parlerai dans un éventuel bilan culturel. Probablement dans celui de février, du coup. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une autre personne que je trouve absolument incroyable. Ça, pour le coup, je l'ai. C'est Edith Brooke. Je pense pas que vous la connaissiez. Si vous la connaissez, je vous félicite. Mais je comprendrais que vous ne la connaissiez pas. Edith Brooke, je l'ai découverte avec l'émission de Manu Farine sur France Culture qui s'appelle Poésie et ainsi de suite. Qui n'existe plus du tout. Je crois qu'ils ont annulé l'émission sur France Radio France, malheureusement. Mais vous pouvez toujours réécouter l'émission, c'est passionnant. Edith Brooke, elle naît en Hongrie en 1931. Elle est toujours vivante. C'est encore une rescapée des camps qui continue à aller dans les universités, les écoles pour témoigner de son vécu. Et elle est donc déportée dans les camps de concentration à l'âge de 13 ans, en 1944. Et elle fera en un an entre 5 et 6 camps de concentration différents jusqu'à la libération. Et dans son recueil Pourquoi aurais-je survécu, les éditions Rivage ont rassemblé différents poèmes qui témoignent de son vécu dans les camps. Voilà. Hop. Bonsoir Elicie, trop contente de te voir ici. En retard pour mon premier Twitch, mais très heureuse d'entendre parler de Madeleine Riffaut. Bah oui, j'étais obligée de parler d'elle. Et je sais que tu l'aimes beaucoup aussi, j'avais vu passer dans tes stories. Et donc, oui, pardon, je reprends. Dans Pourquoi aurais-je survécu, ils ont rassemblé des poèmes où elle raconte vraiment son vécu dans les camps de concentration. Je trouve que c'est un recueil qui est très intéressant parce que quand je suis tombée dessus l'année dernière, je me suis dit, c'est marrant parce que Claude Lanzmann, je ne sais pas si vous devez peut-être connaître de nom, je crois que c'est lui qui a fait Shoah, sur la Shoah. Il avait dit on ne pourra plus rien écrire après Auschwitz. Et Edith Brooke, justement, parce qu'elle a vécu Auschwitz, a ressenti en elle le besoin d'écrire. C'est quelque chose qu'elle décrit très très bien dans un ouvrage autobiographique que j'ai lu ce mois-ci, dont j'ai oublié le titre, non, qui s'appelle Le pain perdu, mais je vous en parlerai dans le bilan culturel parce que je veux pas tout mélanger. Elle explique que c'est une fois qu'elle est sortie des camps, en fait, qu'elle s'est dit il faut absolument que j'écrive, que j'écrive et que je témoigne de ce que j'ai vécu. Et en plus, c'était une très bonne amie de Primo Levi, qu'on connaît pour Si c'est un homme notamment. Elle a un poème qui s'appelle Une promenade avec Primo Levi dans ce recueil. C'est assez chouette. Enfin, c'est un beau poème. Après, voilà, faut s'accrocher parce que témoignage des camps en poésie, ça peut paraître un peu dichotomique, dit comme ça. On peut se dire que c'est peut-être pas une forme adaptée. Moi, je pars du principe que la poésie, c'est une forme de langage, donc du coup, on peut, à mon sens, parler de tout en poésie. Mais je peux comprendre que ça puisse des fois heurter un peu de l'avoir parlé de la violence des capots ou ce genre de choses, ou même de... Enfin, vous voyez, elle a un poème qui s'appelle Naître par hasard, ça fait quelques vers, et elle dit Naître par hasard, naître femme, naître pauvre, naître juif, c'est trop en une seule vie. Et c'est tout. Et c'est d'une efficacité, je trouve, redoutable. Et en même temps, elle a des poèmes qui sont aussi pleins d'espoir.
euh, où elle dit on a encore le temps, tous les espoirs ne sont pas perdus, qui a aimé laisse toujours quelque chose. Euh, je trouve ça personnellement extrêmement poignant de pouvoir d'avoir des auteurs et des autrices, enfin en l'occurrence une poétesse là, qui a décidé de témoigner de ce qu'elle a vécu et de son vécu dans les camps par la poésie. D'autant qu'elle a une vie absolument incroyable, cette femme, parce qu'elle a, quand elle sort des camps, où elle a perdu du coup sa maman, son papa et son pas son petit frère, parce qu'elle c'est la Benjamine, mais je crois son frère juste avant elle. Euh, Tout le monde meurt dans les camps. Elle y survit avec sa sœur. Et quand elle quitte les camps, elle va se heurter à cette chose à laquelle se sont heurtés beaucoup d'anciens déportés. En fait, c'est l'incompréhension du monde, le fait que le monde ne veuille pas vous écouter face à votre traumatisme et que, comme tout le monde ayant vécu la guerre, mais bon, pas de la même manière, on considère que toutes les souffrances sont légitimes à dire, sauf celles des camps. Et du coup, quand elle sort des camps de concentration, elle va retrouver une de ses sœurs, ça va pas bien se passer. Elle va aller chez son frère, ça va pas bien se passer. Elle va aller voir une autre sœur, ça va pas bien se passer. Du coup, sa sœur, avec qui elle a vécu les camps, lui propose de partir euh, bah, euh, en Palestine pour construire l'État d'Israël. Elle va s'y rendre tardivement. Ça va pas du tout lui convenir. D'une part parce que Israël s'installe comme un État militaire et elle qui sort de la guerre, c'est pour elle juste impossible de rejoindre un, un pays qui impose quelque chose de violent comme le militarisme en fait. Elle a un regard très critique sur l'État d'Israël et sur le fait que ça reste un État colonial et elle en parle très très bien dans Le Pain perdu. Euh, et en plus, elle a véritablement, à cette époque-là, en quittant les camps, des choses à régler avec Dieu, en fait. Donc du coup, elle prend cette décision de quitter Israël parce que d'une part, elle veut pas faire, elle ne veut absolument pas faire de service militaire, ce qui, bon, se comprend quand on sort des camps. Elle veut et elle a cette volonté tenace de ne plus jamais recevoir d'ordre de qui que ce soit. Donc pour elle, s'engager en Israël dans l'armée parce qu'il faut faire son service militaire, c'est juste pas possible. Donc elle s'en va, elle va voyager en Grèce où elle va être danseuse, elle va aller en Turquie et elle va finir par poser ses valises en Italie. euh, Avec cette conscience que l'Italie est un pays qui sort aussi du fascisme en fait. Et elle va changer sa langue, elle va changer son nom parce qu'en fait en hongrois qui est sa langue maternelle et sa langue natale, elle s'appelle Dicte et elle a choisi de se faire appeler Edith. Et Brooke, c'est pas du tout son nom de naissance, c'est un nom d'un premier mariage blanc qu'elle a fait pour pouvoir échapper, pour pouvoir avoir son indépendance et quitter Israël en fait. Et elle va choisir de partir en Italie et en plus d'avoir le langage poétique dont je vous parlais pour témoigner d'Auschwitz et des camps, parce qu'elle a fait Birkenau aussi je crois et Dachau, euh, elle choisit de ne plus écrire en hongrois mais d'écrire en italien. Euh, et elle considère que ce choix va de pair avec le fait que c'est en sortant des camps qu'elle est vraiment devenue elle-même, qu'elle s'est vraiment trouvée et qu'elle a vraiment trouvé qui elle voulait être et comment elle voulait être en fait. Et je trouve ça assez génial. Et du coup, c'est vrai que ce recueil, je le conseille vraiment parce que malgré toutes les difficultés qu'on peut trouver dans le fait de parler de cette violence, de parler de l'antisémitisme, de parler vraiment, enfin, elle décrit vraiment dans ce recueil l'horreur des camps de concentration. Ben, quelque part, ça a énormément de sens de le lire comme ça. Alors, je vous lis un peu. Charlotte Delbo a aussi écrit la poésie sur les camps, c'est vraiment poignant. Bah écoutez, ici, je vais me le noter. Alors, attendez, où ai-je mis mon bloc-notes que je prends tout le temps? J'ai fait tomber ma bouteille d'eau. Je l'ai plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Un papier, un crayon, vite. Charlotte Delbo. Camille, perso, je trouve ça aussi très adapté d'évoquer ce type d'exaction par la poésie. Au contraire, la poésie est un excellent vecteur de témoignage et de commémoration.
Oui, je suis d'accord avec toi, Camille. Y a pas de souci, Camille, t'en fais pas. Oui, j'ai des replays. Tout est sur YouTube en général bah, le lendemain de la diffusion. Voilà. Passe une bonne soirée, repose-toi bien. Faut que je trouve un bout de papier. J'ai toujours des bouts de papier, là j'en ai pas. Bon, je vais écrire dans mon livre. J'écris toujours dans mes livres de toute façon. Charlotte Delbo. Hop, bah je note. Merci Alicie pour la ref. Tu t'as lu quoi d'elle? Salut Camille. Elle a écrit plusieurs recueils. Salut Camille. Et en plus, pour revenir sur Edith Brooke, ce que j'aime beaucoup, c'est le lien qu'elle entretient avec Primo Levi, parce que moi, c'est vrai que Si c'est un homme, c'est un roman qui m'a vraiment marqué au fer rouge. Enfin, un roman, un témoignage qui m'a marqué au fer rouge et que j'ai eu l'occasion en plus d'étudier à l'université parce qu'on a fait un semestre sur la littérature de camp, la littérature concentrationnaire, et c'était super bien. J'ai lu Aucun de nous ne reviendra, qui mélange prose et poésie, à un recueil uniquement de poèmes et sorti récemment. Eh ben merci, Elicie. Faustine. Je peux t'appeler Faustine? Je préfère appeler les gens par leur prénom. Je vais aller voir ça dès que je peux en librairie. Euh, et puisqu'on est sur la littérature de Caen, merci, c'est gentil. Euh, dans Si c'est un homme, justement, puisqu'on parlait un peu au début du live des ponts qu'on peut faire pour rencontrer la poésie et les ponts qu'on a fait pour rencontrer la poésie, il y a un passage assez génial dans si tant est qu'on peut dire ça sur Si c'est un homme, hein, mais dans lequel Primo Levi raconte comment le chant d'Ulysse issu de la Divine Comédie de Dante euh, lui permet de créer du lien avec un autre membre du camp. Et c'est cette idée que la poésie est un langage tellement universel que même s'il lui déclame de la poésie en italien, qu'après il essaye de lui traduire vaguement en français, et bah, tous les deux se comprennent et comprennent le sens des vers de Dante. Et je trouve que c'est assez génial de voir comme la poésie, même dans un récit comme ça, a sa place d'une certaine manière et vraiment un pont entre les êtres humains. C'est quelque chose qui me touche énormément. Voilà pour Edith Brooke que je vous recommande grandement et je vous parlerai du coup de son autobiographie pendant le live récap, mon bilan culturel de février parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors ensuite, je ne l'ai pas mis après un récit qui... Enfin, après une poétesse qui est un peu critique d'Israël pour rien. Euh, Mahmoud Darwish. Je sais pas s'il est nécessaire de présenter cet auteur. Enfin, ça peut l'être. C'est le poète palestinien, je crois, le plus connu au monde, en fait. On a la chance que les éditions Gallimard et NRF aient publié ce recueil énorme. La terre nous est étroite et autres poèmes. Poésie arabophone, du coup, il a dû quitter la Palestine suite à la colonisation et à la Nakba, en fait. Euh, il a vécu au Liban. Au Liban, ça s'est pas très bien passé puisqu'Israël a attaqué Beyrouth. Il a été membre de l'Organisation de libération de Palestine, il était interdit de territoire en Palestine, et donc il a passé sa vie, ou presque, à militer pour la Palestine, et aussi du coup à écrire de la poésie qui témoigne à la fois de son emprisonnement, du déracinement, de la sensation d'être complètement apatride aussi, du fait du coup ne plus vraiment avoir de culture, et on dit beaucoup qu'en fait Mahmoud Darwish c'est un peu un pilier culturel parce que c'est une de ces personnes qui continue à créer de la culture palestinienne, bien qu'il soit pas sur le sol palestinien en fait, et qu'il puisse pratiquement pas y aller. Et il décède en 2008, euh, quelques années après avoir pu enfin remettre les pieds en Palestine, parce que bon, Israël a dit oui, bon bah, on te met un petit visa, machin, tu peux revenir quelque temps, mais c'était pas du tout évident pour lui. Il a passé vraiment la majorité de sa vie en exil.
Et du coup, c'est toujours des témoignages, moi je trouve, extrêmement poignants, où il va en plus... Il y a un truc que j'adore chez Darwish, c'est il crée du dialogue dans le poème. Euh, il y a des conversations poétiques qui sont assez géniales. Euh, alors, il est un peu long celui-ci, mais c'est un poème qui est très très beau. J'aimerais bien vous le lire. Bon, il est un peu long. Je vais quand même vous le lire, parce que je le trouve magnifique. Ça s'appelle Le soldat qui rêvait de lys blanc. Il rêvait de lys blanc, d'un rameau d'olivier, des seins de son aimé épanoui le soir. Il rêvait, il me l'a dit, d'un oiseau et des fleurs d'oranger. C'est Sans compliquer son rêve, il percevait les choses, telles qu'il les ressentait et les sentait. Une patrie, il me l'a dit, c'est savourer le café de sa mère, c'est rentrer à la tombée du jour. Et la terre, je lui demandai. Il répondit, je ne la connaissais pas. Je ne sentais pas qu'elle était ma peau et mon cœur, ainsi qu'il est dit dans les poèmes. Mais soudain, je la vis, comme on voit une boutique, une rue, des journaux. Je lui demandais, l'aimes-tu? Il répondit, mon amour est une brève promenade, un verre de vin, une aventure. Donnerais-tu ta vie pour elle? Non. Je ne suis liée à cette terre que par un éditorial, un discours enflammé. On m'a enseigné à aimer son amour, mais je n'ai pas senti son cœur se fondre avec le mien. Je n'ai pas humé l'herbe, les racines et les branches. À quoi ressemblait son amour? Brûlant comme les soleils, la nostalgie. Il fit front. Ma voix à l'amour est un fusil, des fêtes revenues de vestiges anciens, le silence d'une statue antique, d'époque et d'origines indéterminées. Il me parla de l'instant des adieux, de sa mère, pleurant en silence lorsqu'on l'envoya, quelque part sur le front, de sa voix éplorée, gravant sous sa peau un souhait nouveau. Ah, si seulement les colombes grandissaient au ministère de la Défense. Ah, si les colombes. Il fumait une cigarette, puis il me dit, comme il s'échappait d'un marécage de sang, j'ai rêvé de lys blanc, d'un rameau d'olivier, d'un oiseau étreignant le matin sur la branche d'un citronnier. Qu'as-tu vu? Mes actes? Ronces rouges explosées dans le sable, les poitrines et les entrailles. Combien en as-tu tué? Difficile de les compter. Mais je n'ai pas été décorée qu'une fois. Je lui demandais, me faisant violence, s'il en est ainsi, décris-moi un seul cadavre. Il rectifia sa position, caressa son journal plié et me dit comme s'il me chantait une ritournelle. Tente devant sur les gravats, l'homme enlaçait les astres brisés. Une couronne de sang ceignait son large front, et sa poitrine était sans médaille, puisqu'il s'était mal battu. Il avait l'aspect d'un paysan, d'un ouvrier ou d'un marchand ambulant. Tente devant sur les gravats, il mourut, les bras jetés comme deux ruisseaux à sec. Et lorsque j'ai cherché son nom dans ses poches, j'ai trouvé deux photos. L'une de sa femme, l'autre de sa fille. Je lui demandais, en as-tu été attristé? Il m'interrompit. Mahmoud, mon ami, la tristesse est un oiseau blanc, étranger des champs de bataille, et les soldats commettent un péché s'ils l'affligent. Je n'étais là-bas qu'une machine crachant un feu rouge, échangeant l'espace en un oiseau noir. Plus tard, il me parla de son premier amour, des rues lointaines, des réactions après la guerre, des fanfaronnades à la radio et dans les journaux. Et lorsqu'il dissimula sa toux dans son mouchoir, je lui demandai « Nous reverrons-nous » Il me répondit « Dans une ville lointaine. » Au quatrième vers, j'ai dit taquin « Ainsi tu partirais ?» Et la patrie. Il me répondit « Laisse tomber. Je rêve de lys blanc, d'une rue qui gazouille et d'une maison éclairée. Je quête en cœur bon, non des munitions. Un jour ensoleillé, non un instant de folle victoire, fasciste. Je quête un enfant souriant au jour, non une place dans la machine de guerre. Je suis venu ici vivre le lever du soleil, non leur coucher. Il me fit ses adieux, il était à la recherche de lys blanc, d'un oiseau accueillant le matin, sur un rameau d'olivier. Il percevait les choses telles qu'il les ressentait et les sentait. La patrie, il me l'a dit, c'est boire le café de sa mère et rentrer à la tombée du jour, rassuré. C'est merveilleux. Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait. C'est un poème à chaque fois que euh, quand il y a eu les événements du 7 octobre, je l'ai relu. Et je le relis super souvent en fait, ce poème. Il me... Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, la poésie, il y a des poèmes comme ça qui me permettent de m'accrocher
autrement à l'actualité et de la voir sous un autre angle. Euh, Presque comme si la poésie était pas un euphémisme ni un moyen d'adoucir la violence des faits, mais un moyen de, je sais pas, d'avoir une autre perception sur les événements. Et ce poème, enfin, il est terriblement actuel en fait, et il date de 67 quoi. Bon, je vais pas vous faire un cours sur la géopolitique palestinienne de toute façon, mais mais en fait, voilà, ça rejoint un peu cette chose dont on parlait tout à l'heure en évoquant Edith Brooke et le fait que la poésie, c'est vraiment une forme de langage qui permet de parler, je pense, moi personnellement, de tout. Et là, enfin, je sais pas si ça vous l'a fait quand je vous ai lu le poème, mais on n'a pas l'impression, enfin, moi, quand je le lis, j'ai pas l'impression de lire de la poésie, même si c'est rythmé par certains passages qui se répètent. Comme on est en plus sur une traduction, on n'a pas de travail autour de la rime, même si je pense que le poème est en vers libre à la base. Euh, et Mahmoud Darwish, bah voilà, c'est cette force constante de parler de la résistance, de ce pays qu'on connaît pas, de ce dont on rêve, euh, le fait de retourner à ses racines, de retrouver ses origines, et c'est ça tout le temps, et c'est pour ça que je conseille vraiment sa poésie, et en plus je trouve pour le coup, en général la poésie arabophone, j'avoue, je préfère la lire en anglais, je trouve que les traductions sont très bonnes en anglais, mais sur Mahmoud Darwish, j'ai trouvé que c'était hyper parlant, même à la traduction française, et du coup, bah voilà, j'ignore si vous connaissez ce poète, mais moi j'ai vraiment, je reviens vers lui tout le temps en fait, tout le temps, parce que au-delà du conflit israélo-palestinien et de cette guerre colonialiste, les choses dont il parle, la violence des combats, le fait de s'adresser à des soldats, de parler du besoin de la paix, en fait, tout simplement, c'est hyper universel et ça répond à n'importe quel conflit dans le monde, quoi. C'est un recueil qui est difficile, par contre, très dense aussi. Ouais, il est dense. Après, la poésie, il y a quand même cet avantage que, comme c'est des poèmes, on peut lire un poème par-ci, un poème par-là, et pas tout lire d'une traite, comme moi, qui suis une folle dingue. c'est, c'est puissant, et l'écho avec l'actualité, j'ai eu des frissons. Ah, yes, Tristan. Yes. Ouais, c'est terriblement actuel, et ça date de 67, donc ça a presque... Il a presque 60 ans ce poème, quoi. C'est vraiment toute la force de la poésie. Et bon, après, moi, j'ai annoté beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'ai les lu d'une traite, pas forcément la meilleure façon de faire. Ouais, il y a des recueils où c'est compliqué, et c'est vrai que pour le coup, t'as raison de le dire, Faustine, c'est très dense. Surtout que Mahmoud Darwish, enfin, avec les. Des fois, on est presque à mi-chemin avec quelque chose en prose, en fait, et du coup, ça peut être beaucoup d'informations d'un coup. Euh, et bon, toi, je sais que tu es au fait de l'actualité et de la Palestine, mais je pense qu'en plus, si on ne connaît pas trop les tenants et les aboutissants du conflit, ça peut être dur d'accès aussi, parce que je crois que c'est un truc qui est important à dire, c'est que la poésie se passe difficilement de contexte, en fait. C'est hyper important de savoir dans quel contexte un auteur ou une autrice va écrire un poème. Euh, c'est vraiment, moi, je pense, une clé de compréhension essentielle, surtout pour la poésie engagée, en l'occurrence, parce que c'est ce dont on parle ce soir. Mais c'est pour moi quelque chose de primordial. Je bois un coup parce que, bon, je bave tout le temps. C'est terrible. Alors, ensuite, je veux vous parler d'une autrice que j'aime très fort. Très fort. C'est Anna Akhmatova, poétesse russe. Donc comme je l'ai écrit sur le slide, elle était encensée au début de sa carrière, au début du XXe siècle. Euh, Elle est vite censurée après la révolution d'octobre et
l'installation du régime soviétique en Russie. Et sur l'entre-deux-guerres, du coup, entre les années 20 et les années 40, elle va perdre une grande majorité de ses proches. Son fils va être emprisonné dans des camps de travail et elle va se retrouver toute seule, rejetée de l'Union des écrivains, rejetée par ses pairs, surveillée aussi parce que sa poésie n'étant de fait pas à la gloire du régime soviétique, ben elle est plus du tout publiée, on veut plus d'elle. Elle va vivre une période d'accalmie pendant la guerre parce que la censure n'a pas le temps de s'appliquer, donc ses poèmes recommencent un petit peu à circuler. Mais ça s'arrête immédiatement à la fin de la guerre. Et son fils, du coup, qui pendant la guerre est sorti de son camp pour aller sur le front, survit à la guerre, est réemprisonné après-guerre, après la victoire. Et là, Anna Akhmatova va faire quelque chose que je trouve incroyable. Elle va aller avec des dizaines et des dizaines de femmes devant les prisons de Leningrad pour réclamer la libération de son fils. Et il va se passer une chose vraiment que je trouve folle, c'est que comme elle n'a plus le droit d'écrire de la poésie, comme elle est censurée, sa poésie va rentrer dans ce qu'on appelle la tradition orale. Elle va en fait réciter des poèmes qu'elle invente. Et les femmes qui vont attendre avec elle devant les prisons vont apprendre ces récitations pour garder en mémoire les poèmes qu'elle pourra mettre sur papier après. Et donc elle écrit Requiem, qui est... alors j'ai plus la date en tête. Qui est en fait un poème avec une forme un peu particulière parce qu'il commence avec un avant-propos, dedans il y a une dédicace, après il y a une intro, il y a des poèmes. Ça a une forme très particulière. Requiem, elle raconte en fait la guerre, la censure. Et c'est la mise sur papier de tout ce qu'elle ne pouvait pas écrire. Parce que pendant longtemps, elle ne pourra pas écrire, elle est surveillée en permanence. Donc voilà. Et elle est réhabilitée, je crois, en 56 après la mort de Staline, en fait, qui meurt en 53. Et elle a écrit... je sais même pas comment vous la décrire parce qu'elle a une écriture assez incroyable, extrêmement ancrée dans la réalité, ça c'est sûr. Et en plus, comme elle a décidé, elle, de rester sur le territoire soviétique pendant toute cette première moitié du XXe siècle, elle est témoin à la fois de la politique soviétique mais aussi de la guerre. Et elle a du coup cette problématique de ne pas pouvoir publier ses poèmes, voire de ne pas pouvoir les mettre sur papier, au risque de finir emprisonnée elle-même, voire de finir tuée. Et ça c'est terrible, parce qu'elle a une consoeur, attendez, j'ai son recueil ici, Marina Tsvetaeva. Elle a un autre recueil, Marina Tsvetaeva, où elle est beaucoup plus engagée et contestataire, mais je n'ai pas ce recueil. J'ai Le ciel brûle. Marina Tsvetaeva qui, elle, à la différence de Anna Akhmatova, va en fait s'exiler en Allemagne ou en France. Non, en Allemagne, parce qu'elle rencontre Rainer Maria Rilke. Après l'arrivée des bolcheviks. Et au moment où elle veut retourner en Russie, je crois en 1939, juste avant la guerre, elle a un statut de pestiférée parce que en fait, elle avait quitté le territoire et donc elle ne va jamais pouvoir réécrire à nouveau en Russie ou être rééditée en Russie ou être publiée en Russie parce qu'elle est sous surveillance constante. Donc toutes les deux ont un destin peu ou prou similaire, à la différence que Marina Tsvetaeva face à la violence de la Première Guerre mondiale et
du, du régime soviétique se suicide en 41. Anna Armatova, elle va se battre jusqu'au bout et elle va même, du fait de mourir en 66, se voir réhabilitée en Russie. Et ça, je trouve ça incroyable parce que, enfin, je sais pas, je trouve ça fou. Je trouve que c'est un destin fou, le fait qu'elle ait passé des journées entières devant une prison pour la libération de son fils, etc. Et elle lâchera rien et elle va même jusqu'à, en 50, trahir ses convictions en faisant des poèmes à la gloire de Staline dans l'espoir que ça aide à libérer son fils de prison, quoi. Elle utilise toutes les armes qu'elle a, et en l'occurrence la poésie, soit pour contester, soit pour essayer d'obtenir ce dont elle a besoin. Et bon, bah, c'est pas hyper bien passé, mais je regarde si j'ai pas un poème que je peux vous lire d'elle. J'aimerais bien trouver un. Qu'est-ce que j'avais à noter? Un poème assez parlant sur. Pas forcément sur la guerre, mais du coup sur le régime. Bon, ceci dit, Révolution d'octobre, c'est 1917, donc. Ah, j'ai vu un truc 40. Non. Je suis désolée. J'ai oublié d'annoter ce que je voulais vous lire d'elle. Euh... Bah, elle a par exemple écrit un poème qui s'appelle Leningrad en 1941. Cadran solaire sur le palais Menshikov. Un bateau passe, soulève une vague. Y a-t-il au monde quelque chose de plus familier que l'éclat des flèches et le reflet de ses eaux? La ruelle est noire, comme une fente dans un mur. Les moineaux se perchent sur les fils. Dans ces promenades que je sais par cœur, le goût du sel n'est pas un mal non plus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Anna Armatova ou qui l'ont déjà lu? Là, j'ai trouvé un poème qui s'appelle Août 1940 aussi. Quand on enterre une époque, on ne chante pas le psaume des morts. Il faut orner la tombe avec de l'ortie et du chardon. Seuls les fossoyeurs ont le cœur à l'ouvrage. Il faut faire vite. Et quel silence, Seigneur, quel silence. On entend le passage du temps. Puis elle s'éloigne, comme après l'hiver, un cadavre au fil de l'eau. Mais le fils ne reconnaît pas sa mère. Le petit-fils se détourne plein d'angoisse. Les têtes s'inclinent plus bas. La lune va comme balancier. Voilà, sur Paris abattu, maintenant, le même silence. Je la connais, mais je n'ai pas lu grand-chose d'elle. Bah après, Anna Armatova, quand même, je dirais qu'elle est pas. Je trouve qu'elle n'est pas d'une accessibilité énorme. Et je pense on la connaît pas assez en France, de toute façon, cette autrice. Mais je la trouve assez géniale et j'adore cette manière qu'elle a de raconter son vécu en poème, pareil que tous les autres auteurs dont je vous ai parlé. Je trouve ça absolument incroyable. En fait, j'avoue, j'ai beaucoup d'admiration pour les poètes et les poétesses qui parviennent à raconter ce que moi je pourrais considérer comme l'indicible en fait en poème comme ça. Euh, et Anna Akhmatova, bah, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc quand elle raconte Leningrad, ce qu'elle a vécu, ses enfants, le fait qu'elle ait perdu tout le monde autour d'elle. Je vous conseille vraiment, quoi. Surtout que je trouve on connaît peut-être pas assez, à mon sens, la poésie, même la littérature de manière générale, contestataire de cette époque
en Union soviétique. Enfin, moi, j'en ai pas connu beaucoup. J'ai lu Une journée d'Ivan Denisovitch qui parle du goulag. Il y a l'archipel du goulag aussi. Mais en poésie ou en littérature, j'ai pas lu grand-chose sur ça. Euh, je sais pas si vous avez des recos d'ailleurs, faut pas hésiter à m'en donner. Hop. Et donc ensuite, dernière autrice, mais pas des moindres. Vous voyez, j'avais dit, hein, j'ai beaucoup de femmes dans cette sélection. C'est Etel Adnan, que pour le coup, alors j'aime beaucoup Arna Armatova, mais alors elle, son histoire de chanter ses poèmes, ça me fait penser à Alexander Kulisiewicz, qui a mémorisé les chants de ses compagnons dans les camps pour pouvoir les réécrire et faire un travail de mémoire. Bah ouais, mais en fait, Tristan, c'est exactement ça. Et c'est hyper intéressant de voir que Anna Akhmatova, c'est comme ça que ça s'est passé avec ses poèmes, parce que... bah, tout simplement parce que la tradition orale, c'est un des fondements aussi de la littérature et des textes qu'on dit folkloriques dans l'histoire de la littérature tout court. Et la poésie, en plus, a cette particularité. Nous, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est sur des poèmes qui sont traduits, mais il y a toujours une musicalité et un rythme qui permet de retenir, en fait, dans la poésie. Et du coup, c'est assez génial cette passation de la mémoire par, par les. Bah, par l'oralité, quoi. Je trouve ça assez incroyable. Et donc, du coup, Etal Adnan, qui est la dernière autrice que j'ai envie de vous présenter, elle a un peu une place à part parce que euh, c'est une autrice très contemporaine. Elle a fait énormément de choses, comme vous pouvez le voir sur le slide. Euh, elle a grandi dans un univers multiculturel immense. euh, et elle a grandi surtout au Liban. Elle va beaucoup parler du Liban dans son recueil Je suis un volcan criblé de météores. Je vais vous en lire un. Non, c'est celui-ci d'ailleurs que je vais vous montrer. Elle a des poèmes sur Beyrouth notamment qui sont assez incroyables euh, pour raconter bah, la violence, parce que Beyrouth, si je ne me trompe pas, euh, je réfléchis, pardonnez-moi. Il y a les bombardements israéliens, mais il y a aussi et surtout une guerre civile entre les années fin 60 et début 90, ou début 70, début 90. Euh, et elle, même si à cette époque-là, elle n'est pas au Liban où elle a grandi, où elle est née, elle voit ce qui se passe par l'actualité et elle y réagit, évidemment. Euh, c'est une autrice aussi engagée parce que ben, quand elle part vivre aux États-Unis, elle va écrire des poèmes contestataires contre la guerre du Vietnam. Euh, et elle est peut-être, je pense sincèrement que c'est l'autrice la moins accessible que je vous présente ce soir, parce qu'elle mélange la poésie, la prose et la philosophie dans sa poésie. C'est surtout très visible dans ce recueil Le destin va ramener les étés sombres. Peut-être un petit peu moins dans Je suis un volcan criblé de météores, dont les poèmes traversent de 47 à 97, donc du coup c'est plus large et c'est pas les mêmes sujets qui sont abordés, mais dans ses récits les plus contemporains où elle s'essaie vraiment elle fait des trucs stylistiques assez ouf. euh, Ça, c'est pas hyper accessible, mais moi j'ai vraiment envie que les gens la découvrent et la lisent, parce que quand je lis Ethel Annan, je suis transportée. Elle a voyagé aux quatre coins du monde, on dirait qu'elle a eu 1000 vies dans une seule vie, et c'est incroyable. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit peu dans la poésie contemporaine, je trouve, des... Enfin, on voit peu. J'ai peu lu, plutôt, soyons honnêtes. J'ai peu lu d'auteurs et d'autrices qui sont capables d'être aussi cash sur les choses qu'ils racontent. Enfin, Ethel Adnan, elle arrive à mettre le sigle ONU dans un poème pour parler de l'ONU, quoi. Enfin, je trouve ça assez fou. Et en plus, puisqu'on parlait de la Palestine, elle a écrit aussi sur la Palestine.
Elle écrit beaucoup sur les religions aussi parce qu'elle a une mère qui était catholique, un papa qui était musulman. Elle, je crois qu'elle ne se réclame d'aucune confession. Euh, mais en fait, elle voyait par exemple, pour parler du Moyen-Orient, elle écrit Ô ville morte du 21e siècle, Beyrouth et Tel Aviv. C'est. Et en fait, moi, à chaque fois, je suis, avec Etalanan, extrêmement touchée par cette capacité qu'elle a à parler de choses très contemporaines. Enfin, vous voyez, là, sur un poème, elle parle de Yuri Gagarin qui part dans l'espace. Et elle a littéralement, dans ce recueil que je tiens entre les mains, qui est Je suis un volcan criblé de météores. Alors, attendez que je retrouve le titre. C'est un poème qui s'appelle Marche funèbre pour le premier cosmonaute. Et donc, elle va parler euh, des hommes qui ont mis les pieds sur la Lune, quoi. Et à côté de ça, elle fait des poèmes contestataires. 66, 4 poèmes pour le Vietnam. Euh, J'en cherche un pas trop long à vous lire. Bah, par exemple, elle a beaucoup de poèmes qui s'appellent sans titre. Donc là, je vais vous lire un poème qui s'appelle Sans titre. C'est vraiment les titres qu'elle donne à ses poèmes. Et d'ailleurs, elle fait de la peinture aussi. Elle est peintresse. Elle a beaucoup été. Je suis désolée, je pars un peu dans tous les sens. Elle a été beaucoup exposée ces 30 dernières années. Et beaucoup aussi de ses peintures s'appellent sans titre. Et en même temps, je la comprends. Moi, des fois, quand j'écris des poèmes, je me dis, je vais l'appeler sans titre. Il y a chaque matin dans nos vies un cri, un vol d'oiseaux égarés au travers de l'arbre, un avion bombarde un pont, du sang dans le soleil, du sang. J'ai vu le jeune Viette pendu par les pieds, le sang coulant de sa bouche dans le soleil, du sang dans le soleil, du sang. Je sais pas quoi vous commenter. Elle a un autre poème qui s'appelle La balade de la famille américaine en 1966. Nous avons un père dans une maison qui est blanche au bord d'une rivière historique. Il chevauche une monture mécanique et disparaît dans le couchant. Souris, ô lune, souris, le président t'adore. Nous avons un frère dans une tour regardant au travers d'un trou. Il commande une armée de fourmis creuses des tranchées et écoute la musique des téléphones. Il pense que ce sont des tambours. Nous avons un fils à la guerre, à la peau blanche et imberbe. Il dissimule sa peur derrière son âme et torture l'ennemi, car sa mère lui manque. Souris, ô lune, souris, le président t'adore. Bon, si on capte pas le sarcasme là-dedans. Et voilà, elle a des poèmes comme ça très crus. Et des fois, elle écrit des choses qui sont un peu ésotériques, qui vont aussi être des critiques. Et ça, j'aime beaucoup. Et on le retrouve beaucoup dans Le destin va ramener les étés sombres. Elle est aussi elle était très engagée sur les questions écologiques. Et donc, dans ce recueil, elle aborde beaucoup la question de l'écologie. C'est aussi une forme de contestation face à ce qui se passe dans le monde. C'est hyper intéressant. Et, euh, et après, elle a un long poème que je ne vais pas vous lire parce qu'il est vraiment très long pour le coup. Il s'appelle L'Express Beyrouth Enfer, qu'elle écrit en 70, époque où viennent de commencer la guerre civile au Liban. Et, euh, et en fait, elle ramène souvent les conflits dont elle peut être témoin ou qui la touchent à des choses très euh, à des sujets plus globaux. Et c'est vrai que dans ce poème, elle parle de Beyrouth, mais en fait, elle arrive après à parler de Staline, de Hassan II. Euh, Elle va critiquer la religion, elle va critiquer les dirigeants, et elle va relier ça à d'autres conflits dans le monde, comme je vous le disais tout à l'heure, vis-à-vis, par exemple, de la Palestine. Et je trouve que, en plus, c'est une autrice, pour le coup, elle a été très très active, elle a énormément écrit, vraiment énormément. Et, euh, et elle a une manière, je vous montre, je sais pas si vous allez bien voir, elle a vraiment une manière de mettre. euh, non, vous voyez rien là. Je sais jamais quel côté faut que je vous montre. Non, c'est ce côté-là. Pardon.
Non, vous voyez toujours pas. Je suis navrée. Euh, la mise en forme de ces poèmes est hyper importante aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Euh, Elle joue beaucoup des répétitions. euh, et c'est presque musical aussi, comme on le disait. Euh, Par exemple, elle écrit Les morts reviennent pour se battre de nouveau, car les vivants sont des lâches. Gens de Beyrouth en bikini, en slip, couverts de plumes s'il le faut. Prenez le premier express, pardon. Prenez vos vertèbres et éliminez le colonialisme comme un pu. Pour que, pour que soit l'air, pour que soit l'eau, pour que soit la terre, pour que soit le feu. Prenez Beyrouth, Enfer Express, prenez l'Express, il est plus que tard, le train siffle, Piaf crache, l'Express Beyrouth égale l'enfer. Et voilà. Et dans ce recueil, Je suis un volcan criblé de météores, bah, on retrouve énormément du coup de poèmes qui dénoncent la violence, la guerre, le colonialisme, euh, mais aussi la course à la technologie de l'homme. Voilà. Moi, je l'adore. Je pense que je pourrais écrire une thèse sur la poésie d'Etel Adnan tellement je l'aime. Et elle a, dans du coup, Le destin va ramener les étés sombres, qui est peut-être un peu moins engagé, même si on retrouve tout le temps, en fait, on sent que la guerre la hante, on sent que les conflits la hantent. Elle a plusieurs fois dans ce recueil ce qu'elle appelle des conversations avec moi-même dans lesquelles, dans Conversation avec mon âme, dans lesquelles elle discute, du coup, elle a un dialogue avec elle-même et où elle discute dans des toutes petites strophes de sujets très variés. Je vais vous lire par exemple là. Euh, hum, Ne dissipe pas le brouillard de mon esprit, le langage est le produit de la peur en titre guerre. Ne crie pas à la terreur est une étrangère, là tout près. Est un lopin de terre insolite, ton domaine, dans lequel je trouve des miettes de mon être. Il y a un étang dans le jardin, les poissons nagent, et nous, d'une autre planète. Le printemps est de retour, un nouvel animal. La mort ne mène pas à une autre vie, bien que ce soit un sinistre voyage. Ferme la fenêtre, garde les dernières nouvelles à l'intérieur. La fièvre permanente. Et en fait, c'est ça tout du long. Elle arrive, elle discute avec elle-même, et à un moment, elle dit Billy the Kid a une balle dans la tête, comme le garçon irakien qu'il tua volontairement. Et en fait, c'est ça très souvent, et elle va faire appel à la littérature, à la philosophie, à la poésie, à la nature, à la peinture. Elle dit que la peinture, notamment, c'est son prime, c'est sa première forme langagière. Et du coup, quand je parle de la philosophie, c'est d'une part parce qu'elle a été prof de philosophie en fac. Je crois elle a été professeure à la Sorbonne ou à Harvard, ou les deux. Je sais plus exactement. Mais bon, on sent que oui, elle est pétrie de philosophie et que c'est une femme extrêmement cultivée qui a une certaine vision sur le monde. Et elle va écrire des fois des choses, moi, que je trouve très belles, comme Les fleurs sont aussi obsolètes que les gens. Euh, le réel demande de la patience. L'amour qui fait se mouvoir le soleil et les autres étoiles ne porte jamais de masque. Il est à sa disposition. Il est également généreux et soyons aussi endurants que lui. Voilà. Après, je vous le dis très honnêtement, c'est assez perturbant parce qu'on a l'impression des fois que ça n'a pas beaucoup de sens. Et elle a cette capacité en fait à ramener des sujets de manière régulière dans ses longs poèmes en prose notamment pour nous permettre de savoir qu'on suit quelque chose. Mais ça peut être très perturbant et pour le coup, vraiment, elle n'est pas hyper facile d'accès. Mais moi personnellement, je suis tombée dedans. C'est un peu comme la marmite quoi. Enfin, je suis pas trop ressortie quoi. Et elle a des phrases des fois qui me font un peu rire parce qu'elle a des questionnements très triviaux aussi, comme pourquoi l'hiver est-il suivi de quelques jours d'hiver supplémentaires. Voilà.
Et c'est une autrice vraiment que j'aime énormément. Et je vous la conseille à toutes et à tous. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous présenter ce soir. Bon, je vais vous lire un peu. Euh, Nadejda Mandelstam, épouse d'Ossip. Attendez, vous me donnez trop de rêves. Il faut vraiment que je trouve un bout de papier là. Il est où? Ah, je l'ai retrouvé. Mon post-it. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit Charlotte Delbo, Delbé. Je l'ai écrit dans quoi? Charlotte Delbo. Ok. Je note tout. Je vais vous faire des retours. Charlotte Delbo, la Nadejda. Et je trouve ça vraiment... C'est cool les rêves que vous me donnez parce que c'est vraiment des gens que je connais pas et ça montre à quel point en fait la transmission orale est essentielle et indissociable, j'ai l'impression en fait de la poésie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, Tristan, tu disais... Non, super, la mine est tombée. Un autre crayon. Alexander. Coulisier. Ok, c'est noté. Bah merci pour les refs. Moi, j'avais pas plus de choses à vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, on pourrait peut-être faire des live poésie, peut-être un petit rendez-vous mensuel où je vous ferai, comme ce soir, des sélections de poètes et de poétesses et vous les présenter pour vous donner envie peut-être de les découvrir. Bon, je sais que c'est pas mes émissions sur Twitch qui vont avoir le plus de public, mais ça me gêne pas parce que, enfin, en tant que passionnée de poésie, m'en fous quoi. Et si jamais vous voulez récupérer le PowerPoint, je vais le mettre sur le Discord commu. Mais Faustine, je crois que tu n'y es pas, donc si jamais tu le veux pour avoir les rêves, je peux te l'envoyer par mail. Tu m'envoies ton mail sur Insta. Si t'as pas envie de venir sur le serveur Discord et tout, ce que je peux comprendre. Voilà. Je ne sais que vous dire de plus. C'était tout ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie d'être venu à ce live. On doit tous les acheter maintenant. Non, Tristan. Enfin, tu peux. Je peux aussi les prêter, puisque Chiara, je la vois régulièrement. Je pense que j'ai un délai, en fait, entre ce que je vous dis et le chat. Je me rends pas compte. Enfin, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous dit qu'on refasse ça. Moi, vraiment, ça me plaît. C'est sûr que c'est... Tu conseilles lequel? Bah, ça dépend ce que tu veux lire, Tristan. En vrai. Mon préf. Mon préf. Moi, ma préférée. Enfin, non, c'est trop compliqué parce qu'en vrai, euh, elles sont toutes et tous intéressants à leur manière. Coucou PA, bah t'arrives trop tard PA, c'est la fin. Enfin, peut-être que tu leur quais d'ailleurs, je sais pas. Euh... Tristan, je sais pas du tout. Ça dépend lequel, parmi ce que j'ai présenté, ce qui pourrait t'intéresser le plus en fait. Parce que je connais pas tes préférences. Si c'est quelque chose que tu voudrais de plus accessible, je pense que le Edith Brooke, Pourquoi aurais-je survécu, c'est celui qui est le plus simple à lire à mon sens parce que en termes de structure poétique, c'est pas si perturbant que ça quoi. Les poèmes sont assez courts, c'est très clair dans ce qui est raconté.
Et c'est hyper intéressant. Il faut tous les acheter. Oui, bah, dans l'idéal, moi je dirais qu'il faut tous les acheter, mais j'invite pas le monde entier à se faire une bibliothèque avec des tonnes de trucs poétiques. Volvi, j'étais en lurk, mais j'ai écouté, c'était très chouette, merci beaucoup. Mais de rien, ma belle, de rien. Bon. Bah ouais, non, bah c'est tout pour moi. Je savais qu'il serait pas très long le stream de toute façon, parce que comme j'avais préparé ma trame, j'allais pas trop digresser. Euh, Peut-être que la prochaine fois, on pourrait faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire faire le lien entre poésie et musique et du coup, se... puisqu'on en parlait au début du live, se partager peut-être sur le Discord commu des artistes qui ont mis en musique des poèmes ou comme le disait Damia au début du live, Jim Morrison, PJ Harvey, Patti Smith, Leonard Cohen que j'adore. Mais je pense en contemporain, même à Lana Del Rey par exemple, qui a publié de la poésie et qui a fait un album Spoken Word. Ça peut peut-être être intéressant de faire ça. On y réfléchira. Merci en tout cas pour ce moment. Mais de rien, Tristan, avec plaisir. Merci à vous d'être là ce soir et d'être venu et de m'avoir soutenu. La musique, mon point faible. Pourquoi Faustine, c'est ton point faible, la musique? Parce que t'en écoutes pas ou parce que c'est quelque chose qui t'est dit, enfin, qui te plaît pas forcément? Parce qu'après, l'idée, c'est pas genre de. Enfin, mon objectif, j'espère que c'est pas comme ça que vous le ressentez quand je fais des lives où je parle de trucs comme de la littérature ou quoi. L'objectif, c'est pas de vous dire que je connais genre des millions de choses et que c'est. Enfin, l'idée, c'est de vous partager surtout des choses, quoi. Parce qu'il y a plein de choses que je connais pas, hein. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis pas genre sur Éluard, je suis une quiche. Euh, sur Aragon, je suis une quiche aussi. Enfin, moi, je me dis, Faustine, faut pas se dire que c'est un point faible, faut dire que c'est un point à combler. Je me dis toujours ça quand il y a des trucs où je me trouve pas. Ah, j'ai soif. Bon, bah, en tout cas, PA, si t'es encore là, j'espère que t'es content d'être passé sur le live. Quand je dis 20h30, surtout pour les live poésie où je sais qu'en général, c'est pas long. C'est gentil d'être venu en tout cas, merci. C'est peut-être trop tôt pour vous, 20h30, je me rends pas compte, mais moi, c'est que ça me va bien parce qu'après, je peux aller me coucher tranquille, quoi. Et parce que bon, je prends des trucs pour dormir aussi, du coup, faut pas trop que je décale mes horaires de sommeil. Mais peut-être que c'est trop tôt, 20h30, je me rends pas compte. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis, ce qu'on va faire, peut-être, c'est que je vais vous proposer des thématiques sur Instagram et vous choisirez les thématiques du prochain live poésie. Voilà. Faustine, je te remercie d'être venue. Ça me fait plaisir d'avoir eu une nouvelle tête ici. Camille aussi, puisque tu m'as dit que tu allais regarder la rediff. Je te remercie d'être passée sur le live et du coup, je te remercie de regarder la rediff. Damia, si t'es toujours là, merci d'être venue, ma belle. Et puis, bah, passez tous et toutes une très bonne soirée. Merci encore. Prenez soin de vous et lisez de la poésie, évidemment.